Je suis vraiment content de pouvoir donner ce talk sur un sujet qui me tient à cœur. Et donc le titre, c'est « Rendez vos développeurs autonomes sur la production ». Je suis content parce que j'ai un public de développeurs. Et donc c'est cool de pouvoir discuter de ça aussi avec vous. La zapette, par contre, elle est là. Parfait. Je m'appelle Mathieu Corbin, je suis Site Reliability Engineer à Conto. Dans ma carrière, j'ai travaillé aussi bien comme administrateur système que comme développeur. Donc j'ai un peu les deux casquettes aujourd'hui et j'interviens, on va dire, au quotidien dans les deux mondes. Ça me permet également, quand je parle avec des devs, de dire que je suis un dev, quand je parle avec des ops, de dire que je suis un ops. Et comme ça, tout le monde est content et je suis toujours dans leur camp. Voilà. Oui ? Est-ce que du coup tu es DevOps ? Ah, on en discute plus loin. Il y a une slide avec exactement ce sujet, donc je ne vais pas spoiler. Conto, très rapidement, c'est une grosse start-up française qui est aujourd'hui dans 3 autres pays en Europe. Et donc, c'est une entreprise qui fournit des services financiers pour les entreprises. Donc, des comptes en banque, des comptes pro, des moyens de paiement, donc cartes de paiement physiques ou virtuelles, et des outils autour de la gestion de la facturation, de la comptabilité, des notes de frais, etc. etc. Mais je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui, même si il y aura quand même quelques références à ma vie quotidienne au travail. DevOps, on en parlait. C'est quoi DevOps? Ça fait longtemps qu'on entend ce mot, etc. Et moi, je ne vais pas faire un talk finalement à propos de DevOps. Beaucoup d'entreprises essayent d'implémenter DevOps et on entend des choses comme on va faire communiquer les devs et les ops ensemble, ou on va faire du Docker, voilà, Docker c'est DevOps, etc., etc. Mais au final, est-ce qu'on arrive vraiment à résoudre les problèmes qu'ont les équipes de développement au quotidien avec DevOps? Est-ce que DevOps c'est juste de l'automatisation, DevOps c'est de la CI/CD, etc. Là, on va essayer d'aller un peu plus loin en fait sur le sujet. Et parce que souvent, les ops, alors je vais dire ops dans ce talk, j'aurais pu dire SRE, j'aurais pu dire ingénieur cloud, j'aurais pu dire ce que je veux. De toute façon, vous prenez 5 startups françaises aujourd'hui, ou même 10 entreprises lambda françaises, ça va être 10 définitions différentes pour ce métier. Donc choisissez le titre que vous voulez. On va parler, quand je dis ops, c'est des gens qui gèrent traditionnellement la production en entreprise. Donc voilà, comment on fait en sorte pour que ça se passe bien entre les devs et les ops, et que le manager au milieu soit aussi également content, parce qu'on veut également être gentil avec lui. La communication est difficile entre les devs et les ops, je vous apprends rien. Ça, c'est des choses que j'entends encore aujourd'hui parfois. Donc des ops qui vont dire c'est ma prod. Tout ce qui se fait sur la prod, ça doit être fait avec mon autorisation explicite. Donc l'ops, c'est ici le seigneur de la production. Son équipe, c'est que ça court. Et les développeurs, je ne sais pas, c'est les serfs qui sont taillables et corvéables à merci. Mais voilà, il y a un peu ce problème parfois d'ops qui finalement considèrent que la prod c'est eux et que c'est que eux et tout ce qu'on fait, tout ce qui est fait sur la prod, ça doit passer par eux, par un ticket, par une validation. Des devs qui disent, moi j'ai fait ma merge request, j'ai mergé sur ma branche principale, ce qui se passe ensuite, c'est plus mon problème en fait. C'est sûrement le problème de quelqu'un, parce que l'application, il faut bien qu'elle parte en prod un jour, puis il y a des incidents en prod, il se passe des choses, mais c'est pas le mien, c'est pas mon problème de développeur. Des ops qui disent « Oh, les devs, ils ont encore poussé un bug en prod, et puis ça nous a fait des alertes. » Parce que souvent, c'est les ops qui gèrent traditionnellement les applications en production. Et donc, les devs poussent des trucs, ça casse des choses, et les ops sont frustrés. Ils se disent « Oh là, encore une fois, c'est encore l'équipe machin, là, ils ont poussé un bug, et on a encore reçu une alerte à cause d'eux, etc., etc. » Et finalement, des devs qui ont des besoins, des devs qui veulent accéder à une base de données, par exemple, accéder à un système de production, accéder qui ont un nouveau besoin, l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité sur la prod. Et les ops, ils disent quoi? Ils disent « Bah non, on ne donnera pas l'accès, ou on ne te mettra pas en place la fonctionnalité. » Donc ça, on revient un peu sur mon premier point. Et les devs, ce qu'ils font, ils sont très malins, ils disent « Bah tant pis, on va l'installer en douce, et on ne va pas leur dire. » Ou bien, dans le cadre d'un accès, moi, un dev veut avoir un accès sur un composant en prod, il n'a pas l'accès, il va demander à son voisin qui a peut-être l'accès, lui, ils vont partager tous le même compte, ils vont trouver quelqu'un dans l'entreprise qui a l'accès, je vous garantis, et au final, ils auront accès à la prod, mais ça sera fait en douce. Et donc ça crée du shadow IT, en fait, dire non, 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 ça crée du shadow IT. Voilà, donc ça, c'est des problèmes qu'on a peut-être tous connus. Et le PC est envahi. Hop, voilà. Et la vraie question, c'est qui gère quoi au quotidien? Parce que tout le monde doit travailler ensemble sur la fiabilité de la plateforme. La production, en fait, c'est une responsabilité partagée. C'est pas un truc réservé aux devs, c'est pas un truc réservé aux ops. Tout le monde travaille sur le SI de l'entreprise, ensemble, et tout le monde est responsable de sa qualité, de A à Z. Dans beaucoup d'entreprises, on va voir une implémentation, on va dire, de DevOps comme ça. Des ops qui gèrent la production au sens large. Toutes les applications en prod, toutes les actions sur la production sont gérées par les ops.
La plateforme cloud, les systèmes de monitoring, les systèmes de logging, etc., etc. Toute l'infrastructure sous-jacente est également gérée par les ops. À l'extrême opposé, on a les devs. Les devs, ils sont là, eux, pour développer. Ils développent des fonctionnalités, ils mergent leurs branches, enfin, ils mergent leur travail et ça part en prod. Et entre les deux, maintenant, on va mettre des profils, on va les appeler DevOps. Et donc, on va faire une glue entre les devs et les ops avec des DevOps qui vont faire des pipelines de déploiement. Quand on voit ça, on se demande, en fait, est-ce qu'on n'a pas encore plus séparé les devs et les ops en mettant encore un nouveau silo entre? Peut-être que ça cause des problèmes, ça. Et pour moi, ce n'est pas forcément la bonne implémentation de DevOps, parce qu'en fait, là, les devs seront toujours très éloignés de la production, et j'expliquerai pourquoi c'est un problème ensuite. Souvent, dans les entreprises, on va dire, on va rendre les devs autonomes sur la production, on va mettre un DevOps dans leur équipe. Là, les devs ne seront pas autonomes, les devs vont tout décharger sur le DevOps, et ça ne changera rien par rapport à avant, en fait. On n'aura rien changé. Un problème que je vois très souvent, quand les ops gèrent la prod pour les devs, leurs applications en prod, c'est les allers-retours entre les devs et les ops. Donc, petite mise en situation, il y a un bug en prod, l'ops reçoit une alerte, voilà, ou voit un log passer, un log d'erreur, je ne sais pas, mais d'une manière ou d'une autre, vu que c'est l'ops qui gère la prod, c'est lui qui reçoit le problème. Et l'ops, il dit, on a détecté le bug, corrige, s'il te plaît. Il va dire ça à une développeuse, par exemple, corrige le bug, parce que j'ai l'impression que ça vient de ton service, de ton équipe. Et la dev, elle va dire, oui, c'est corrigé. Voilà, tu peux mettre la release 1.4.2 en prod. Et l'ops, il va dire, c'est fait. Mais par contre, depuis cette nouvelle release, j'ai encore un nouveau log d'erreur là, qui vient d'apparaître quand j'ai fait mon déploiement. Est-ce que c'est normal? Et la dev, elle va dire, attends, je regarde. Et l'ops, il va dire, ok, ping-moi quand tu sais. Mais bref, et on voit finalement, là, il y a une espèce de ping-pong entre équipes qui a très peu de valeur ajoutée, que ce soit pour le dev ou pour l'ops. Parce que voilà, l'ops, il sert finalement pas à grand-chose. Le dev, il a besoin de faire des demandes pour voir des choses sur la production, pour faire des déploiements. Et tout le monde perd du temps. You build it, you run it, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et au lieu de mettre des équipes DevOps, on va plutôt impliquer tous les parties, Dev et Ops, à tous les niveaux de la chaîne, à leur niveau de responsabilité. Le but, c'est pas que tout le monde fasse tout et qu'il n'y ait plus de frontières entre les devs et les Ops, c'est qu'à leur niveau, les devs participent donc bien sûr au développement, à la CI et la CD, donc voilà, sur toute la plateforme de déploiement continu, mais également sur la production. Les devs font de la production. De la même manière, les Ops font bien sûr de la production, mais s'impliquent également sur la chaîne de déploiement continu, parce que bien sûr, il faut déployer sur cette production. Et de la même façon, les ops peuvent également participer à l'amélioration de code base ou la mise en place de bonnes pratiques côté dev. Et tout le monde travaille ensemble dans son scope, mais il n'y a pas vraiment de limite sur... il n'y a pas de frontière entre la prod c'est moi, le dev c'est moi, etc., etc. Parce que mon objectif au quotidien, c'est l'autonomie des équipes de développement. Je veux des développeurs qui soient complètement autonomes sur la prod, qui puissent faire des actions en prod, investiguer des problèmes en prod, faire des déploiements en prod, etc., de manière, comme je l'ai dit, autonome, sans avoir à passer par moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit juste avant, faire des mises en production et des rollbacks. Pour moi, une équipe de développement ne doit pas avoir à demander une permission à quelqu'un pour faire un déploiement en production, par exemple. Ça doit être fait par l'équipe quand elle le souhaite, peut-être en déploiement continu, peut-être pas, mais ça doit être très simple à faire. Un rollback d'une version, par exemple, on a un problème en prod, on veut rollback à la version précédente, pareil, ça doit être fait en autonomie. Nous, on déploie des dizaines de fois par jour. Si je recevais un message pour valider chaque déploiement, je m'en sortirais pas, et surtout, c'est pas moi qui ai créé le logiciel. Moi, je peux pas valider une release, c'est pas moi qui ai bossé dessus. Donc je vais dire quoi? Je vais dire, ouais, mais en prod, je te fais confiance de toute façon. Moi, c'est pas mon problème côté Ops, mais en prod, et puis voilà, tu le fais en autonomie. De la même manière, l'accès aux logs et aux métriques de l'application, c'est quelque chose qui doit être en self-service. Un dev doit pouvoir investiguer un problème en prod de manière très simple, et ajouter de nouvelles métriques, ajouter de nouveaux logs, et quand un log ou une métrique est ajoutée, c'est directement disponible quelque part, prêt à être utilisé dans des dashboards ou des alertes. Donc le dev doit pouvoir configurer également des alertes de manière autonome sur ses applications. De la même façon, créer un nouveau projet, ça doit être fluide. Surtout si vous faites par exemple du microservice, si créer un nouveau projet, ça met 2 semaines, quand je dis créer un nouveau projet, c'est initialiser le projet, l'insérer dans la pipeline de déploiement continu, etc., etc. Si c'est super lent, et que les équipes Ops doivent s'impliquer, c'est peut-être qu'il y a un raté quelque part. Parce que créer un nouveau projet, chez nous c'est très courant, et il faut que ça doit pouvoir être fait par les équipes de dev en autonomie, sans nous demander une permission quelconque ou je ne sais pas quoi. De la même manière, j'en ai déjà parlé, mais investiguer les problèmes en prod, que ce soit des bugs ou des problèmes de performance, là aussi, qui de mieux que le développeur pour investiguer ces problèmes? C'est quand même lui qui connaît l'application.
Mais finalement, on dit tout ça, mais que font donc les ops? Parce que là, c'est cool mon métier, parce que là, je suis en train de dire aux devs, bah, vous allez gérer la prod, et moi, ops qui traditionnellement gérait la prod, bah, j'ai plus rien à faire en fait. Donc c'est super, hein. Moi je me décharge de mon travail sur les autres. Mais en fait, c'est pas ça le vrai objectif pour moi des équipes ops ou infra aujourd'hui, il est ailleurs. Alors déjà, il y a toujours la mise en place de l'infrastructure, les services cloud, des bases de données, peut-être des clusters Kubernetes, etc. On ne va pas demander à des devs de faire ça. Ensuite, le point peut-être le plus important de ce talk, c'est que les ops aujourd'hui, c'est les personnes qui vont construire des abstractions, qui vont construire une plateforme pour les développeurs. L'objectif des entreprises aujourd'hui, c'est le platform as a service. Le but, c'est que les devs, comme je l'ai dit, soient complètement autonomes sur la prod, mais via des abstractions. Quand on dit autonome sur la prod, c'est pas le dev qui va aller en SSH sur la prod, se connecter à une machine, faire un déploiement, je sais pas quoi. Non, c'est je commit, je push, ça part en prod, je clique sur un bouton, ça part en prod, je clique sur un autre bouton, ça fait un rollback. Bref, des services de très très haut niveau. Et ça, c'est quelque chose qui est construit par les équipes ops ou SRE dans les entreprises. Enfin, le dernier rôle que je vois pour les équipes ops, et moi que je pratique au quotidien, c'est l'accompagnement des devs et des standards. Des standards sur, par exemple, voilà, les manières de déployer, des standards sur les métriques, sur le monitoring, sur les logs, et d'accompagner les devs vers cette autonomie complète sur la prod pour que ensuite les équipes de développement puissent bosser au quotidien de manière totalement autonome. Parlons de mise en production. Dans certaines entreprises, on dit les devs doivent être autonomes sur la prod. Et donc, du jour au lendemain, les développeurs ils doivent connaître Kubernetes. Donc les types de ressources, deployment, ingress, service, le fonctionnement interne, le networking, le scheduler, la gestion des configurations, la gestion des secrets, voire parfois la plateforme cloud sous-jacente, donc l'intégration entre Kubernetes et le cloud provider, la gestion des permissions, etc. etc. Pour moi, ce n'est pas la bonne approche. Le but, vraiment, c'est pas ça, et c'est une erreur commune, pour moi, c'est le leak de l'infra côté dev. C'est-à-dire qu'on va dire aux devs, ok, tu vas être autonome sur la prod, tu vas gérer tes applications en prod, par contre, on va pas te fournir l'outillage et l'abstraction pour le faire. Et donc là, le dev, d'un coup, il doit gérer des clusters cubes, ou du moins des ressources Kubernetes, il doit gérer des load balancers, il doit faire du Terraform, il doit faire, travailler avec des cloud providers, mais c'est pas son expertise, et c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de coder, délivrer de la fonctionnalité, bien sûr, il y a aussi des rôles d'architecture ou des choses comme ça, mais son rôle, c'est pas de maintenir de l'infra. Et finalement, qu'on utilise Kubernetes ou un autre outil, c'est pas le problème du dev. C'est pas son problème à lui, c'est le problème des équipes ops. Moi, ce que je construis aujourd'hui, c'est des interfaces claires entre les développeurs et l'infrastructure. Et c'est comme ça qu'on permet l'autonomie des développeurs sur la production. Au lieu d'exposer directement un développeur à Kubernetes, ou à un load balancer, ou à un service cloud, on va construire des services, de l'outillage, pour rendre tout ça très simple d'utilisation. On va construire vraiment des vues haut niveau sur ces outils. Donc, par exemple, via des API, on va mettre des API en place, et au lieu d'avoir accès à Kubernetes, par exemple, ça va être juste accès à une API qui prend 3 paramètres et qui déploie l'application, par exemple. Ça va être des outils en self-service, pour aller faire des outils de monitoring, des outils de gestion de log, des outils de gestion de métriques, etc. etc. J'y reviendrai, mais le but, voilà, c'est ça, c'est de se dire, on veut des devs autonomes, mais on ne veut pas que ce soit eux qui gèrent la prod, donc on va construire des services pour eux. Parce que le but, c'est de travailler ensemble. Les devs, souvent, ils ont un cahier des charges. C'est par exemple, je veux déployer à tout moment, en production. Je veux de l'autoscaling. Par exemple, en fonction de la charge sur mes applications, je veux rajouter des nœuds, des instances de mon application. Je veux du service discovery. Quand je déploie mon application, je veux qu'elle soit joignable sur le réseau par les autres applications automatiquement. Je veux pouvoir faire des rollbacks. Je veux être libre sur la configuration de mon application. J'ai pas envie, quand j'ai besoin de faire un changement de configuration, changer un YAML ou un properties en Java, de passer par une équipe externe qui doit me valider le changement ou je sais pas quoi. Non, c'est mon application, c'est le dev qui sait comment ça marche, donc c'est à lui de faire ces changements et de les pousser en production. Donc, ce que veulent les devs aujourd'hui, pour moi, c'est travailler vite et bien en autonomie. Mais les ops, leur travail, c'est quoi? C'est créer cette abstraction pour les devs. Que ça soit du Kubernetes, que ça soit du cloud, que ça soit du bare metal, des data centers, je ne sais pas quoi, c'est pas le problème du développeur. Ça, c'est le problème de l'ops, qui va utiliser des services cloud, des services de clustering, voilà, donc, des outils comme Kubernetes, qui va écrire du code. Aujourd'hui, le métier d'ops, c'est beaucoup de code. Par exemple, des API, du tooling, des CLI, des scripts et de déploiement continu, etc., etc., et les fournir aux développeurs pour les rendre autonomes. Et donc le but, c'est vraiment de répondre aux besoins des devs de manière fiable et avec une bonne user experience.
Ça, c'est un truc qui arrive très souvent dans les équipes Ops, j'ai l'impression. C'est que par exemple, les Ops ont un nouveau besoin. Ils vont dire, ah bah tiens, on va gérer les logs, on va faire une plateforme de gestion de logs. Et ils vont se lancer dans le sujet, ils vont travailler deux mois dessus, et ils vont dire aux devs ensuite, bah ça y est, c'est prêt, il faut migrer dessus. Et là, c'est l'échec, parce qu'en fait, on se rend compte que la librairie pour générer les logs pour cette plateforme-là, elle est dispo en Python, mais pas en Java. Ou bien, en fait, on n'avait pas prévu le cas des applications qui tournaient sur Kubernetes, ça marche que sur les applications qui tournent sur des machines virtuelles, etc., etc. Bref, le projet est un échec. Pourquoi? Parce que les ops ont travaillé dans leur coin, au lieu finalement de parler à leurs clients. Et leurs clients ici, c'est qui? C'est les devs. Donc finalement, quand on va vraiment construire une abstraction pour les devs ou fournir de l'outillage pour les devs, il faut travailler avec eux dès le début pour vraiment comprendre le besoin et savoir si c'est utilisable au quotidien par tout le monde sans perdre de temps. Et ça, c'est très important. Parlons maintenant d'exploitation en production. Moi, je crois que les devs doivent gérer, comme je l'ai dit, leur application en production et ça peut aller assez loin, on va voir. Pareil, un classique, le dev pousse une nouvelle release en prod et c'est lent. L'application est lente. Et là, le dev, il envoie un message à l'Ops qui, lui, gère l'application en prod. Depuis la release d'hier, mon application est lente. Est-ce que tu sais pourquoi? L'Ops, il va dire quoi? Bien sûr, là, je force un peu le trait pour la slide, mais il va dire « c'est qui a codé l'application? C'est pas moi. » Je veux dire, c'est pas moi qui sait qu'est-ce que tu as inséré comme régression dans ton code. Alors, parce que, soyons honnêtes, 90% du temps, je dis peut-être ça parce que je suis un ops, je sais pas, mais les problèmes de perf, est-ce que ça vient de l'infra ou pas? Ça dépend, mais du moins après une release comme ça, très souvent, quand voilà, on déploie une nouvelle version et boum, on voit que la charge elle monte, c'est probablement un bug dans le code. Et donc, c'est les devs qui sont les plus à même d'investiguer en premier ce genre de problème. Et pour ça, on leur fournit bien sûr de l'outillage et on pousse des bonnes pratiques chez eux. On travaille avec les devs pour implémenter des bonnes pratiques de monitoring, etc. Par exemple, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est discuter avec les devs sur qu'est-ce que je dois monitorer sur une application. Donc, avoir des standards sur le nommage des métriques, sur les labels de mes métriques, sur qu'est-ce que je dois mesurer, le nombre de requêtes par seconde sur une API HTTP, le nombre d'erreurs par seconde, la latence, la saturation, définir des SLO, donc définir vraiment quelle est ma qualité de service cible. Par exemple, je veux que toutes mes requêtes, 99% de mes requêtes se déroulent en moins d'une seconde sur ce endpoint, ou je veux un error rate, donc un ratio d'erreur sur mon API inférieur à 0,1%, ou des choses comme ça. Et donc on travaille ensemble sur la standardisation de ces choses-là. Ensuite, bien sûr, les devs, comme je l'ai dit, ils doivent être autonomes sur la production, ils doivent avoir accès à leurs métriques, pouvoir rajouter facilement des métriques sur leurs applications. Et la question se pose, mais comment j'expose mes métriques? Et là aussi, c'est un travail avec les ops, c'est un peu un contrat entre les devs et les ops, où les ops vont dire, tu exposes tes métriques sur le endpoint /metrics, sur ton serveur HTTP, au format Prometheus par exemple, et elles seront automatiquement récupérées. Comment ça marche? C'est pas le problème du dev. Mais par contre, là on se rend compte qu'une fois que ça c'est en place, le dev est autonome pour ajouter des métriques sur son application. Elles sont automatiquement récupérées, automatiquement stockées ailleurs et ensuite on met par exemple un Grafana ou d'autres solutions de dashboard en self-service pour les rendre accessibles. Et d'ailleurs, vu qu'on a travaillé ensemble sur la standardisation des métriques, c'est super parce qu'on peut créer des dashboards communs entre équipes sans avoir par exemple une métrique qui s'appelle dans un cas rate et dans l'autre, je sais pas, le nom en français, donc je n'arrive même pas à traduire de tête là. Bon, bref. Mais l'idée c'est ça, c'est standardiser avec les devs et ensuite de fournir des outils en self-service. Deux petites mises en situation. La première, et là je vais encore insister sur le self-service, l'importance de mettre de l'outillage à disposition des devs pour les rendre autonomes sur la production. C'est des requêtes lentes dans PostgreSQL ou MariaDB ou MySQL, comme vous voulez. Il y a des requêtes qui sont lentes. Et les ops qui gèrent la base de données, ils voient dans les logs Postgre, par exemple, des slow queries, ou bien ils reçoivent une alerte. L'ops, il va dire quoi? Il va dire on a des lenteurs sur des requêtes SQL qui viennent de ton application, voilà, telle équipe de dev, on voit que ça vient de tel user, il faudrait regarder parce que là, tu es en train de tuer la base de données. Et le dev, il va dire ah ouais, il y a des requêtes lentes, mais est-ce que tu as la liste de ces requêtes? Et l'ops, il va dire, attends, je t'envoie ça. Donc, il va chercher dans la base de données, il va voir des tables d'audit dans Postgre, etc. pour sortir une liste de requêtes lentes. Il envoie ça au dev, et le dev, il dit, ah ouais, en effet, il y a un bug sur cette requête, je corrige. Et l'ops, il va dire, ah oui, et par contre, j'en ai encore une autre qui est lente, là, est-ce que c'est normal, etc., etc. Et là, on voit qu'il y a un ping-pong, encore comme tout à l'heure, entre les équipes, qui ne sert à rien. Ça serait beaucoup, beaucoup plus intéressant ici de dire, quand il y a des requêtes lentes dans Postgre, ça part, l'alerte ou on va dire le log d'erreur, je ne sais pas comment, on informe d'une manière ou d'une autre
les développeurs en direct, et on leur donne tout l'outillage pour récupérer ces requêtes SQL lentes, pour travailler sur la correction, et sans impliquer un ops qui est juste là pour rien, pour faire passe-plat. De la même manière, comme je l'ai dit avant, souvent les ops refusent que les devs fassent des actions en production. C'est très classique dans les entreprises de devoir faire des actions en prod, par exemple pour réconcilier des données. Vous avez des données incorrectes dans une base de données, vous avez un job qui a planté ou des choses comme ça, il y a besoin d'aller sur une base de données pour lancer des scripts SQL. Parfois, les devs n'ont pas accès, donc c'est l'ops qui doit faire la procédure. Ou bien, il y a un service HTTP interne dans le réseau interne de l'entreprise qui tourne, on a besoin de faire une requête dessus, un peu en mode admin ou je ne sais pas quoi, donc on a peut-être besoin d'aller sur la machine pour faire la requête. Et là, il n'y a que l'ops qui peut le faire. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est les devs qui demandent à l'ops, est-ce que tu peux lancer cette action en prod sur ce service pour moi? Parce que moi, je n'ai pas accès au système, ou bien je n'ai pas accès à l'interface de ce composant-là, je ne sais pas. Et l'ops, il dit, voilà, c'est fait, voilà la sortie, voilà ce que ça m'a redonné. Ensuite, le dev, il dit, maintenant, est-ce que tu peux lancer ça? Et l'ops, il dit, oui, c'est fait. Et là, le dev, il dit, mais t'es sûr que tu l'as fait, hein? T'es sûr? Parce que moi, j'ai l'impression de mon côté que ça n'a pas été fait. Parce que voilà, dès qu'il y a plusieurs acteurs impliqués sur ce genre d'action, il y a un peu un manque de confiance, où on se dit, en fait, il l'a pas fait, il est en train de me baratiner, etc., etc. Et là, pareil, la valeur ajoutée de l'ops, elle est de 0. C'est juste un passe-plat pour exécuter des commandes. Moi, je vois ce pattern-là dans mon entreprise, je file l'accès. Alors, filer l'accès, bien sûr, comment ça se passe? Le self-service. Parce que le but, c'est pas de dire, tiens, voilà les credentials, voilà le mot de passe route de ma base de données ou de ma machine de prod, et puis faites ce que vous voulez. Non. On va construire finalement de l'outillage via par exemple une API gateway, une API interne, qui va abstraire un certain nombre de mes services, mes bases de données par exemple pour faire des actions dessus, des services internes, des job runners, etc. etc. Et cette API par exemple, elle peut avoir de l'authentification, avoir de l'audit, avoir une vérification des inputs, parce que ça c'est très important, hein, quand on est sur la prod sans contrôle, ça va très très vite de faire une typo et de tout casser. Bref, et donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de dire on va vous rendre autonome sur la production via des abstractions et on va la construire ensemble cette abstraction. Voilà, on va définir le besoin ensemble et ensuite les ops vont la construire pour vous. Et une fois qu'elle est construite, elle est utilisable, tout le monde peut y contribuer. Comme je l'ai dit, l'authentification permet aussi peut-être de mettre des restrictions, d'autoriser seulement certaines actions à certaines personnes, mais d'être très flexible là-dessus. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on peut construire du tooling. On peut construire des CLI, on peut construire des interfaces utilisateurs, on peut insérer ça dans la plateforme d'intégration ou de déploiement continu, etc., etc. Bref, j'ai juste regardé l'heure pour être sûr que je ne suis pas en retard, ça va. Bref, l'idée, c'est vraiment de fournir des abstractions et ensuite, tout le monde peut les utiliser très simplement et être autonome sur tous ces sujets-là. Parce que rendre les équipes autonomes, c'est ce que je dis depuis un moment, ça demande de l'outillage. Posez-vous la question, quelles sont les actions où l'ops n'a aucune valeur ajoutée, où c'est juste un passe-plat. Si l'ops est juste un passe-plat, il perd son temps. Le dev perd son temps aussi parce que ça fait des allers-retours via soit à l'oral, hein, soit via des messages dans Slack, voire même via des tickets. Et donc s'il y a un jour entre chaque réponse dans le ticket, en fait on a mis une semaine à faire notre truc, alors qu'en fait c'était une commande à lancer. Donc posez-vous cette question, est-ce que vous devez également souvent aller sur la prod ou demander à un ops d'aller sur la prod pour vous pour faire des actions, donc que ce soit pour aller chercher des informations ou déclencher des actions sur la production. C'est toujours risqué d'aller sur la prod comme ça, de cette manière, en SSH, en PSQL ou avec kubectl-exec pour aller dans un pod Kubernetes. Donc ça c'est très risqué. Et donc comment on peut faire pour fournir tout ça en self-service, construire des outils pour que la prochaine fois qu'il y a cette demande, je lance une commande et boum, ça se fait, quoi. J'ai pas à réfléchir, c'est très simple. J'ai pas à aller chercher dans mon password store ma liste des credentials pour aller sur telle machine, savoir ah oui, ça c'est sur tel DB, cette base de données, mais attention, elle a des réplicas, donc il faut que je me connecte sur la bonne machine, etc. Non, on construit une abstraction et derrière il n'y a plus de questions à se poser. On a besoin de faire une action, on lance une commande, on lance une CLI et boum, ça se fait. Et finalement, posez également la question à vos équipes, est-ce que c'est facile de travailler au quotidien? Est-ce que j'ai des actions pénibles à réaliser régulièrement sur la production? Souvent, ça se voit, les tâches pénibles, c'est les tâches que personne ne veut faire. C'est des tâches, on va dire, avec peu de valeur ajoutée. Et la question, c'est comment je peux automatiser ça, comment je peux construire une abstraction sur ça. Et pour que cette tâche pénible, ça va être un programme qui va la faire pour moi. Et moi, j'aurai juste à lancer une commande. Et ensuite, le programme déroulera, on va dire, côté API ou côté job runner. Voilà. Parce que le but aussi de tout ça, c'est de construire l'écosystème interne de l'entreprise. C'est quelque chose que j'ai vu dans le passé.
Moi, j'ai travaillé, comme je dis, côté dev pendant longtemps. Et finalement, on était autonome sur la production parce qu'il y avait eu un effort de fait pour construire un peu tout ce que j'ai cité précédemment, des CLI internes, enfin une CLI interne, construire une API Gateway, construire toutes sortes d'abstractions. Et moi, j'ai vraiment vu l'accélération finalement du travail, mais de toutes les équipes grâce à ça. Ops incluse, bien sûr. Parce que ce qui commence à se passer, c'est que souvent, on commence à réutiliser du code entre services. On construit de l'outillage standard et tout le monde peut se greffer dedans. Par exemple, on construit une API Gateway, on construit une CLI pour l'entreprise avec des commandes, des sous-commandes, c'est testé, c'est distribué de manière simple à tout le monde sur tous les postes de travail. Et là, par exemple, une équipe de développement sort un nouveau produit, un nouveau service, ils le déploient en production, et puis là, ils ont besoin de fournir de l'outillage eux-mêmes pour interagir avec ce service interne. Et bien là, c'est super, il y a déjà une API Gateway, il y a déjà une CLI, et ben je me greffe dedans, et peu à peu, on construit vraiment son écosystème d'entreprise, et en fait, on rend tout le monde productif. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu dans une expérience précédente, c'est au lieu de faire un peu tout, toutes les équipes font un peu les trucs à leur sauce, on standardise, on fournit des abstractions, et là, on travaille vite, et on travaille bien surtout. Les incidents et les astreintes. Forcément, dans nos métiers, c'est un vrai sujet. Traditionnellement, les ops reçoivent toutes les alertes en production. Donc, quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, dans la plupart des entreprises tech, même tech, voilà aujourd'hui, une alerte sur la production, notamment la nuit et le week-end, ça part sur des équipes d'astreinte qui sont des ops. Pourquoi Pourquoi ça serait aux ops de répondre à toutes les alertes? La première chose, moi, que j'aime faire dans les entreprises, c'est catégoriser les alertes. Leur mettre un tag, voilà, leur mettre un label, et de se dire, maintenant, les alertes générées par l'infrastructure, donc l'outillage interne, Kubernetes, les bases de données, la plateforme cloud, voilà, je leur mets un tag Ops, et les alertes générées par les applications, je leur mets un tag Dev. Donc par exemple, mon application, elle tombe en prod, elle plante, voilà, par exemple, elle n'a plus de mémoire, ou bien il y a eu un déploiement qui a été réalisé et l'application n'a jamais redémarré. Et ça, c'est une alerte taguée Dev. Et la question, c'est ensuite, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que dans nos métiers, dans beaucoup d'entreprises, et c'est le cas pour moi également, on a de l'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, j'ai été d'astreinte et je le suis toujours depuis des années. Et donc, parce que voilà, c'est ce qui est attendu aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'on ne peut pas se permettre que le service y tombe, c'est des services critiques, que ce soit d'un point de vue business, on a des SLA, des contrats, etc., mais même d'un point de vue client. Moi, je travaille dans un établissement de paiement. Si vous allez payer avec votre carte et que ça ne marche pas, vous ne serez pas très très content, même s'il est 2 heures du matin. Et encore pire, c'est les 2 heures du matin. Une première chose à faire, si vous voulez un peu commencer, si vous avez vraiment construit l'outillage pour permettre à vos devs d'être autonomes sur la production, mais que vous voulez également aller un peu plus loin, une fois que vous avez catégorisé vos alertes, c'est de se dire, mes alertes en journée, je les envoie aux devs si elles sont taguées dev, aux ops si elles sont taguées ops, et la nuit et le week-end, c'est toujours les ops qui sont réveillés. Mais ça veut dire qu'en journée, si une application crash, c'est les équipes de développement qui sont alertées en premier et qui doivent intervenir en autonomie, et bien sûr, s'il y a besoin d'aide, après ça escalade, ça peut demander à d'autres équipes, etc. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, déjà en journée, est-ce que c'est possible que les devs, quand il y a des bugs applicatifs, ce soit eux qui les corrigent, parce que de toute façon, c'est leurs applications. Personne, à part le dev, ne connaît mieux l'application. L'Ops, lui, ne connaît pas ou peu l'application. Donc, c'est aussi aux devs de travailler sur les incidents ou ces sujets, on va dire, d'exploitation en production. Ensuite, on peut aller un peu plus loin et se dire, c'est un mode que j'ai vu également dans certaines entreprises, c'est comme avant, sauf que maintenant, la nuit et le week-end, les ops reçoivent toujours les alertes. Mais par contre, il y a un dev d'astreinte qui est également là, qui peut être appelé pour intervenir avec finalement l'ops sur la production et participer à la résolution des problèmes. Donc, bien sûr, à son niveau. Comme je me répète, mais le but, c'est pas que le dev aille débugger Kubernetes. C'est, j'ai un problème sur une application, un problème de mémoire, un bug dans l'application, etc. C'est très très critique. Et là, j'ai besoin de l'aide d'un dev qui connaît très bien l'application pour le corriger. Et ça, parfois, j'en ai besoin également la nuit et le week-end. Ensuite, ça c'est un mode que j'ai pratiqué pendant des années, c'est de se dire toutes les alertes maintenant, la journée ou la nuit, en fonction de la catégorie de l'alerte, dev ou ops, ça envoie une alerte en direct chez les devs ou en direct chez les ops. Dans ma boîte précédente, si une application crachait en production, moi j'étais côté dev, c'était mon équipe qui était appelée, même à 2 h du matin, un dimanche. Donc c'était aux devs d'aller investiguer le problème, pourquoi pas faire des actions sur la production, mais comme je l'ai dit, ils étaient autonomes grâce aux abstractions qui avaient été construites par les ops.
et ça se passait très 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 bien. Parce que déjà les responsabilités de chacun étaient claires, et ensuite il y avait toujours le moyen d'appeler un ops à la rescousse ou même un autre dev pour corriger les problèmes. Les astreintes chez Conto, très rapidement, c'est un peu le système d'avant. Donc la nuit et le week-end, on a certaines alertes qui partent chez les devs, certaines chez les ops. Alors encore une majorité chez les ops, ça commence tout juste, on va dire, côté dev, mais de plus en plus. On peut s'appeler à l'aide entre dev et ops en cas de problème. Et il y a également un manager qui est d'astreinte, qui ne reçoit jamais d'alerte, lui, mais qui peut être appelé sur un incident à tout moment. Pourquoi? Parce que parfois, il peut y avoir des pannes qui mettent le business en péril, tout simplement. Et donc là, il faut prendre peut-être des décisions difficiles. Donc j'ai pas d'exemple en tête là comme ça, je ne sais pas si c'est même déjà arrivé. Mais l'idée c'est ça, c'est en fait faire un peu venir quelqu'un de la hiérarchie dans l'incident pour dire bah là non, il y a un truc vraiment, c'est très très grave ce qui se passe et il faut faire valider les décisions des incidents qui vont se passer en prod. Mais les incidents, ça demande une vraie culture. Les astreintes, désolé, ça demande une vraie culture de la gestion d'incidents. On ne peut pas mettre des équipes de développement, ou même des ops d'ailleurs, ce que je dis là s'applique à toutes les équipes, d'astreinte, sans fournir de l'outillage, bien sûr, comme je l'ai dit avant, mais également sans certaines autres choses. Par exemple, on parle souvent de gestion blameless de l'astreinte. Donc l'idée, c'est pas de dire oh, c'est encore la faute des devs ou c'est encore la faute des ops si la prod est tombée, ou bien c'est encore Mathieu Corbin hier qui a poussé un bug et ça m'a encore réveillé la nuit. Non, c'est pas ça, c'est de se dire on est une équipe. Si un bug a été poussé, ça a passé les tests, ça a passé la CI, ça a passé peut-être les revues. Bref, c'est arrivé en production et c'est de la faute de tout le monde. Ensuite, c'est d'avoir des procédures claires. C'est très important. Quand il y a un incident en production, on a des devs impliqués, des ops impliqués, et là, il faut des moyens de communication clairs. Il ne faut pas que les gens partent en parallèle à faire n'importe quoi pour essayer de résoudre l'incident sans se parler, que ça crée même des sur-incidents. Donc il faut, par exemple, avoir de la vraie documentation sur comment ça se passe, avoir ce qu'on appelle un incident commander, une personne qui va suivre l'incident et un peu le diriger et loguer les actions qui sont réalisées, etc. etc. Les post-mortem, c'est très important également. Il faut apprendre de nos problèmes et faire en sorte qu'ils ne reviennent plus. Une fois que l'incendie est éteint, on travaille avec les devs pour se dire, voilà, il y a eu ce souci-là, comment on fait pour que ça ne revienne pas. Attention également à l'alerte fatigue, donc les alertes elles doivent être actionnables avec des runbooks, de l'outillage. Ça ne sert à rien de flouder les gens d'alerte, si vous envoyez des alertes qui ne sont pas pertinentes, c'est du bruit. Les gens vont arrêter de les regarder, et c'est même un peu irrespectueux d'envoyer des alertes à des gens d'astreinte à 3 h du matin, pour rien en fait, surtout si c'est des faux positifs ou des choses comme ça. Donc attention avec les alertes, chaque alerte ça doit être actionnable avec des runbooks, donc de la doc associée, et de l'outillage pour le faire. J'insiste là-dessus, l'autonomie sur la production, c'est via de l'outillage. Recevoir des alertes, c'est très intimidant. Moi, c'est la deuxième entreprise dans laquelle je travaille où les devs sont d'astreinte en production. C'est difficile parce que côté Ops, on est habitué depuis longtemps à faire de l'astreinte, côté dev un peu moins. Alors déjà, il faut être clair sur qu'est-ce qui va être fait, l'outillage présent, etc. Mais souvent, ce qu'on entend, c'est « je ne saurais pas répondre à l'incident ». Si mon application, elle crache, je ne saurais pas quoi faire. Déjà, il est impossible de tout connaître. On n'est jamais d'astreinte que sur le périmètre qu'on maîtrise. On est astreinte sur généralement tout un système, plusieurs applications, pas forcément que celle de son équipe. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des documentations claires, des runbooks, former les gens, faire du shadowing, donc des semaines avec une autre personne d'astreinte à côté pour vraiment pouvoir l'appeler à l'aide en cas de blocage, avoir de l'escalation, c'est toujours rassurant de savoir qu'on peut appeler un ou une collègue s'il y a vraiment un gros problème et qu'on ne sait pas gérer. Les devs vont également dire parfois je ne suis pas un ops, mais ce n'est pas ce qui est demandé, j'insiste là-dessus. Le but, ce n'est pas d'aller créer des machines virtuelles sur Amazon ou d'aller créer des cluster cubes, c'est d'être responsable de son périmètre, de son application, du dev à la prod, parce que c'est vraiment les équipes de développement qui connaissent l'application. Et aussi, on va entendre je n'ai pas les bons outils pour gérer les incidents. C'est souvent ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on met des gens d'astreinte, dev comme ops, sans l'outillage qui va bien, sans des accès à des systèmes de production pour faire des actions, etc. Et donc forcément, si on met un dev d'astreinte, mais que derrière, quand il reçoit une alerte, il n'est pas autonome pour faire des actions, pour par exemple faire un rollback, pour aller chercher des métriques, pour déclencher, modifier une valeur dans une base de données ou autre de manière sécurisée, oui, ça ne marchera pas. Et donc ça, c'est vraiment le point pour moi qui est vraiment très important, l'outillage, l'outillage, l'outillage. L'aspect légal de l'astreinte, rapidement, parce que c'est très contraignant l'astreinte. Ça ne doit pas être imposé aux gens, c'est-à-dire que ça doit être clair dès la signature du contrat de travail, vous allez être d'astreinte ou non, qu'on soit dev ou ops.
parce que c'est quand même des semaines où on ne peut pas sortir de chez soi. Moi, je dois répondre à un incident, je crois que c'est moins de 15 minutes ou quelque chose comme ça sur mon astreinte, enfin, voilà, pour acquitter un incident, et après 15 minutes pour travailler dessus, donc c'est toujours des choses très contraignantes. On peut être réveillé en permanence, ça peut être fatigant, etc., etc. Mais c'est payé, donc c'est généralement un forfait à la semaine et des primes horaires lors d'intervention. Et il y a un repos obligatoire de 11 heures après intervention. Si vous corrigez un incident à 5 heures du matin, 11 heures, ça fait 16 heures, en gros, vous ne revenez pas travailler le lendemain. Voilà. Au-delà du code, parce que ici à Alpcraft, finalement, on a beaucoup de développeurs, on parle beaucoup de TDD, de DDD, de bonnes pratiques de dev. Et pour moi, il faut également aller plus loin. Il faut réfléchir. Côté dev, c'est pas seulement du code aujourd'hui, c'est aussi de l'exploitation, via, comme je l'ai dit, l'utilisation d'abstraction et de l'outillage mis en place par les ops. Mais moi, j'attends que mes équipes de développement accompagnent, on va dire, leurs applications jusqu'à la production et soient en mesure d'investiguer les problèmes sans que je me mette finalement entre eux et leur application. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais par exemple, leur fournir des logs. Enfin, ils auront une plateforme de logs et ils seront autonomes dessus. C'est pas moi qui vais recevoir les alertes, c'est pas moi qui vais voir ce qu'ils font en prod, voir leur déploiement, etc. C'est les devs qui sont responsables de ça parce que c'est les plus à même de le faire. Le monitoring, comme je l'ai dit, s'assurer de la santé d'une application et réfléchir à c'est quoi avoir une application qui est prête pour la production au niveau monitoring, métrique, observabilité, etc. Ça, c'est un travail des devs pour l'implémentation, aidés par les ops pour la construction de standards et l'intégration dans la plateforme de monitoring globale de l'entreprise. La gestion des incidents, j'en ai beaucoup parlé, mais le debugging, la correction de problèmes, etc., pareil, c'est une responsabilité partagée, mais là, quand il y a un bug sur une application en prod, quand il y a une application qui crash parce qu'elle a d'un coup un problème de mémoire ou des choses comme ça, c'est d'abord les devs qui reçoivent l'alerte, qui investiguent, et après, s'il y a besoin d'aide, bien sûr, on peut appeler d'autres personnes ou d'autres équipes. Mais le but, c'est quand même ça, c'est que cette gestion d'incident, dans leur périmètre, les devs soient autonomes dessus. Et enfin, responsabilité, comme c'est ce que je dis un peu depuis le début, c'est eux qui connaissent le mieux les applications. Donc fournissons-leur aux équipes de développement des accès en production, construisons des abstractions pour eux pour les rendre autonomes. Mais par contre, une fois que l'autonomie est là, ça veut dire que la résolution de problèmes au quotidien, c'est eux aussi. Et ça se fait bien sûr en partenariat avec les équipes d'infrastructure et les équipes Ops ou SRE, ou appelez-les comme vous voulez. Et c'est la fin de ce talk. Comme tout le monde, Conto recrute, donc vous pouvez scanner ce QR code si ça vous intéresse. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était intéressant et je suis prêt pour vos questions si vous en avez. Ouais. Tu veux que je te le passe ou... Ouais. Merci Mathieu. En fait, j'ai une question. Comment tu fais pour impulser ce genre de mode de fonctionnement entre les devs et les ops, là où tu vas te retrouver dans des équipes avec du métier, du management, des PO qui veulent absolument que leurs devs fassent de la valeur ajoutée, produisent de la feature, sans aller mettre le nez dans la production, dans d'autres problématiques. Alors c'est un problème très classique, c'est que finalement, des PO ou même des devs, etc., vont penser que finalement, s'impliquer sur la production, ça fait perdre du temps. Et c'est l'inverse en fait. Faire de la qualité, construire des applications qui sont facilement exploitables avec des métriques, des logs, etc., pertinents en production, et avoir l'autonomie dessus, c'est ça qui vraiment accélère pour moi les équipes de développement. C'est pas du temps perdu. Parce que finalement, peut-être qu'avant, avant ce mode-là, les devs devaient faire un ticket pour mettre en prod, ça mettait un jour le temps que l'équipe Ops reçoive le ticket, fasse la mise en production, dise voilà c'est fait, etc. Maintenant, on clique sur un bouton et ça part en prod, donc tout le monde gagne du temps. Et donc c'est ça qu'il faut réussir à faire comprendre aux équipes. Comment ? Alors ça c'est toujours compliqué. Changer une culture d'entreprise, c'est pas facile. Je pense que la première solution, c'est déjà montrer que ça marche. Il y a toujours dans des entreprises des équipes, on va dire des gens qui vont être peut-être un peu plus de bonne volonté, peut-être un peu plus en avance sur ces sujets ou intéressés par ces sujets. Et donc une première idée, ça peut être de dire on va travailler avec ces personnes-là pour mettre en place ce genre de procédé et montrer au reste de l'entreprise que ça marche.
Voilà, j'ai encore jamais rencontré d'entreprise où il y avait un blocage de toutes les équipes pour faire des expérimentations. Généralement, on trouve toujours quelqu'un qui est OK pour le faire. Et une fois que ça marche, eh ben, peu à peu, tout le monde se rend compte que c'est intéressant. Une autre solution, c'est aussi parfois, donc ça, là c'est plus quelque chose bottom-up, on va dire, ça vient des équipes et on montre que ça marche, etc. Parfois, il faut aussi un peu top-down, donc c'est par exemple des leads, des VP of Engineering, des gens comme ça, etc. qui vont dire, maintenant on va mettre en place des pratiques, ça va se faire en douceur, hein, le but c'est pas de dire lundi, les gens, tout le monde est d'astreinte sur la prod, etc. Mais de aussi pousser des bonnes pratiques, comme ça se fait également dans le code, et de tout simplement que ça se fasse au fil de l'eau avec des objectifs clairs. Par exemple, dans 6 mois, on a des devs d'astreinte en prod. Ou des choses comme ça. Ou bien les nouveaux devs qui sont recrutés à partir de maintenant, on leur fait signer un contrat d'astreinte. Voilà, on prévoit également l'aspect légal, c'est très important. Comme je le dis, le but, c'est pas d'imposer l'astreinte à tout le monde. Donc on prévoit l'aspect légal, l'aspect contrat, et on se fixe des objectifs à 6 mois, 1 an pour dire voilà où on veut en être. Voilà. Oui, j'arrive. Merci. Du coup, je voulais savoir par rapport au droit en prod, est-ce que tu as des outils pour garder la confidentialité des données? Donc, par exemple, pour éviter qu'un dev aspire les données et les fournisse à tout le monde. Alors, il y a différentes choses. C'est déjà, quand je dis accès en prod, c'est pas forcément accès à toutes les données. Ça peut être limité à un scope, limité à un projet, limité à une base de données. Donc ça, après, il y a plein de systèmes de gestion de permission. Sur Amazon IAM, par exemple, on peut faire des choses très intéressantes avec. Et ensuite, au bout d'un moment, il faut aussi faire confiance dans le sens où, bien sûr, l'aspect données, c'est très important. On peut avoir des données chiffrées, etc., stockées. Mais l'idée, c'est de se dire, par exemple, au contraire, si je construis une API, par exemple, devant ma base de données, je peux dire cette donnée, elle est exposée, cette donnée, elle ne l'est pas. Alors que si je donnais l'accès en direct à ma base de données, oui, là, n'importe qui peut faire un select étoile from truc, et je récupère toutes les données de la base, tous les mots de passe, chiffrés, mais quand même, le fait de construire des abstractions permet également de limiter finalement ce qui sera exposé aux utilisateurs pour juste exposer la petite partie dont les développeurs ont besoin pour leur travail au quotidien, qui peut même peut-être presque être anonymisé au fil de l'eau lors de la requête ou des choses comme ça. Donc au final, l'abstraction, ça c'est un truc à discuter finalement avec les ops, c'est se dire comment on fait l'abstraction pour que, ok, j'ai un problème de confidentialité dans mon secteur, et je veux vraiment limiter ce qui peut être fait et peut-être modifier des données, exposer seulement une vue de ma base partielle de mes données. Et ça, faire du développement interne, c'est intéressant.